L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes. Hitler est donc démobilisé, malgré lui, dans cette Bavière en pleine ébullition, où pullulent les groupes d'extrême droite. Il est filmé ici, pour la première fois, dans une manifestation du DAP, le Parti allemand des travailleurs, auquel l'armée lui avait demandé d'adhérer pour le surveiller dès 1919. Faute de mieux, il y reste pour devenir agitateur politique à plein temps. La Bavière est alors très à droite, tandis que le pouvoir à Berlin est plutôt de centre-gauche et porte le nom de République de Weimar, du nom de la ville où vient d'être votée la nouvelle constitution. Hitler, transformé en Bavarois, hurle avec les loups contre les criminels de novembre, ceux qui ont signé l'armistice et le honteux diktat de Versailles. Des idées partagées par l'armée et surtout par les anciens combattants qui se réunissent dans les grandes brasseries de Munich, comme la Bürgerbräukeller, où Hitler fait sa grande entrée, le 13 août 1920, avec une conférence intitulée « Pourquoi sommes-nous antisémites ?» Pour Hitler, la réponse est qu'au-delà de sa haine viscérale des Juifs depuis la défaite, l'antisémitisme est le meilleur moyen d'attirer les militants nationalistes. Hitler galvanise les excités de son groupuscule d'extrême droite qui le prennent pour chef et lui procure une voiture, signe de son importance. Alors il change le nom du parti. Hitler associe les deux termes, national et socialisme, pour ratisser large et pour montrer son anticapitalisme. Le DAP sera désormais le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui sera appelé en abrégé nazi. Dans son petit local d'une brasserie de Munich, il dessine l'emblème du parti. Il écrira dans Mein Kampf, « Après d'innombrables essais, je choisis un drapeau rouge pour montrer la dimension sociale de notre mouvement, avec un rond blanc pour sa vocation nationaliste et la croix gammée, symbole de l'arien, éternel antisémite. » Pour protéger ces réunions, il crée les SA, les sections d'assaut, une petite milice à qui il procure des vestes provenant d'un stock de l'ancienne douane austro-hongroise. Son radicalisme fait passer le parti de 2000 à 20 000 membres, 10 fois plus en un an. Il a réussi grâce au soutien d'une sorte de secte raciste, la société de Thulé, du nom d'un royaume nordique de légende. Ses membres financent un journal avec des fonds d'origine douteuse. Ce journal devient celui du parti nazi, avec un nouveau titre, Völkischer Beobachter, l'observateur racial. Son directeur, membre de la société de Thulé, est Alfred Rosenberg, qui se prétend le théoricien de l'antisémitisme. Confus et le plus souvent délirant, il sera l'un des grands inspirateurs de la Shoah. Un autre ancien membre de la société de Thulé, alors étudiant, est Rudolf Hess, qui deviendra le secrétaire d'Hitler et l'un de ses plus serviles et fanatiques complices. À ses premiers militants se joindra un héros de la Grande Guerre, Hermann Göring, l'un des plus célèbres pilotes de chasse allemands. Comme beaucoup d'autres, il a eu du mal à se réadapter à la vie civile. En Hitler, il trouve le porte-parole de ses idées contre-révolutionnaires et deviendra le numéro 2 du régime, et entre autres, l'un des instigateurs des camps de concentration. En 1922, Hitler fait défiler Göring à côté du général Ludendorff, encore en casque à pointe, pour montrer aux anciens combattants que leur grand chef de guerre est avec les nazis. Car Ludendorff
l'un des responsables de la prolongation de la guerre de 14, est convaincu que les politiques l'ont privé de sa victoire. Cette thèse est partagée par beaucoup de généraux allemands, et l'adhésion de Ludendorff aux idées nationalistes ouvre de nouvelles perspectives à Hitler. Tout paraît possible. En Italie, l'extrême droite, le parti fasciste de Benito Mussolini, vient de prendre le pouvoir. Le Mussolini allemand serait-il Hitler ? L'Allemagne va voter. La lutte pour la présidence du Reich est circonscrite entre Hitler et Hindenburg. Et c'est dans le calme qu'à Berlin, le peuple va aux urnes. Déjà, partout, s'étale l'effigie d'Hitler, l'homme qui vient. Quelques mois avant les élections allemandes, sous la pression de Washington et sous l'effet de la crise, les réparations ont été annulées. Trop tard pour que l'opinion allemande s'en satisfasse et s'en rassure. En avril 1932, Hitler obtient 37% des voix et arrive en deuxième position. Hitler a perdu, mais c'est l'homme fort du moment. Aucun gouvernement ne peut se constituer sans lui. Hindenburg est réélu président de la République. À 84 ans, sous son casque à pointe, ce vieux soldat égaré en politique semble à peine tenir en équilibre. Il se laisse convaincre de nommer Hitler chancelier. Hindenburg paraît momifié. Il vient de signer l'acte de décès de la démocratie allemande. 9 ans après l'échec de son putsch de Munich, Hitler est à la tête d'un parti puissant, sans foi ni loi, appuyé sur des sections d'assaut qui étalent leurs forces et des millions de sympathisants. Il a les mains libres pour mettre en œuvre sa politique, celle-là exactement qu'il avait exposée dans Mein Kampf et à laquelle on n'avait guère prêté attention. Joseph Goebbels, nommé ministre de la propagande, écrit le soir même dans son journal « Nous allons enfin mettre de l'ordre dans cette porcherie ». En février 1933, un groupe de nervis incendie le palais du Reichstag, le Parlement allemand. Ils agissent sur l'ordre d'Hermann Göring, bras droit de Hitler. La police se saisit d'un jeune communiste hollandais qui est présent sur les lieux. C'est un accusé idéal. Dès le lendemain, Hitler attribue le forfait à un complot communiste. Les libertés individuelles sont supprimées. Le PC est interdit. 4000 de ses responsables et un grand nombre d'autres opposants sont déportés dans des camps de concentration, comme Dachau et Oranienburg.
persécution des Juifs est déclenchée. On appelle au boycott de leurs magasins. Les Juifs sont pourchassés et progressivement exclus de la société. Les écrivains juifs ou jugés déviants sont interdits de publication. On brûle dans de gigantesques autodafés les œuvres de Thomas Mann, Bertolt Brecht, Karl Marx, Sigmund Freud, Franz Kafka. Les journaux démocratiques étrangers sont arrêtés aux frontières. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Le 1er mai, le régime célèbre la fête du travail dans une manifestation gigantesque. Le lendemain, les syndicats sont dissous. En juillet 1933, moins de 6 mois après l'accession de Hitler au pouvoir, le parti nazi est proclamé parti unique. Hitler a supprimé les syndicats. Le 21 juillet 1933, il interdit le Parti socialiste. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es das deutsche Volk. Certains commenceront à monter. Chaque matin, le drapeau à croix gammée, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse muselée, ne pourront plus lire que des journaux nazis. Leur fille apprendra, elle aussi, ce salut devenu obligatoire. Leur fils entrera à la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, qui développe si bien l'agressivité. À l'école, le maître lui enseignera le maniement des armes. L'instituteur devra prendre des exemples judicieux et vivants pour aborder l'arithmétique. Quel est le prix de revient d'un élève? Un handicapé mental coûte 1800 marks par an à l'État. Un élève moyen, 320 marks. Et un brillant élève ne revient qu'à 125 marks. Conclusion, la société ne peut survivre que si ses citoyens sont génétiquement sains. L'aîné entrera à la BDM, la Bunddeutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. Elles forment de bonnes épouses qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se feront tuer, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin. Mais tout cela, les Allemands ne le savent pas encore dans cet été de 1933.